Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Fisheye. Aujourd'hui, on parle encore du Panasonic Lumix G9. Parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus et que je suis sûr que ça peut vous intéresser, car c'est un achat encore très cohérent en 2020. Donc, c'est parti pour la suite du Lumix G9. Donc j'avais déjà fait une première vidéo sur le G9, que je vous mets toujours en fiche par là. Le but, il était de vous faire comprendre à quel point il était polyvalent, bon en photo, bon en vidéo. Je vous invite à aller revoir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. Si c'est déjà le cas, on enchaîne. On va parler dans cette vidéo-là donc du Vlog et ce qu'il apporte véritablement en termes de dynamique dans les hautes et les basses lumières. On va parler aussi de l'intérêt que peut avoir ce boîtier en termes de haut débit d'image. Parce que oui, on peut filmer en 4:2 10 bits, en 60 images par seconde, en 4K, avec un enregistreur externe. Ça donne un peu la tonalité de ce que lui, il est capable de faire. Je vais aussi parler dans cette vidéo-là d'une coquille que j'avais mise dans la première vidéo du G9 par rapport à la slow motion. Ça mérite une petite claque dans la gueule. Ça, c'est bien fait. Quand on sort de la merde, on se fait punir. On va parler aussi dans cette vidéo-là de comment est-ce que je l'ai programmé, comment je l'utilise tout simplement, c'est-à-dire comment j'ai programmé mes modes. Puis ensuite, on parlera aussi des optiques que j'utilise sur le G9. Le viewfinder qui est extrêmement agréable à utiliser. Et puis ensuite on va revenir sur quelques petits trucs qui sont assez intéressants comme Zebra, Focus Peaking, qui sont des conforts en vidéo qui sont indéniables. Je vais parler un petit peu du comparatif GH5 G9 parce que franchement la question se pose véritablement de savoir lequel est le plus adapté à votre pratique. On va axer la vidéo sur sa puissance vidéo à lui. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait les nuances, donc c'est un boîtier hybride de chez Lumix, Panasonic, avec un capteur micro 4/3 qui fait 20 millions de pixels à peu près en photo et qui a eu une mise à jour 2.0 qui le rend dingue en vidéo. Un boîtier qui marche extrêmement bien, en magnésium, tropicalisé, qui peut aller au bout du monde avec vous. Et il a un petit écran rétroéclairé sur le dessus qui permet de pouvoir avoir une autre prise d'information de ses réglages en dehors de l'écran orientable. Ce qui est intéressant, c'est de répondre à vos besoins avec quelque chose qui soit polyvalent. Aujourd'hui, on est inondé et c'est super excitant de voir ce qu'il y a sur le marché entre le Canon R5, le Sony A7S III, le S1H ou le S5 qui sont que des boîtiers qui sont des brutes. Donc en fait aujourd'hui les constructeurs nous proposent quasiment que du plein format. Et puis sinon il y a Fuji qui sort des très bons boîtiers, X-T3, X-T4, excellent. Et on a toujours la question du GH5 et du G9. Pourquoi acheter du micro 4/3 en 2020 alors que l'offre est au plein format? Déjà parce que ça coûte moins cher. Le G9, vous allez le trouver à 1000-1200 € nu, alors que par exemple le S5, que je pourrais vraiment vous conseiller, qui semble super, c'est 2000 €. C'est pas forcément très cher, mais est-ce que vous avez besoin d'un capteur plein format pour mieux travailler? Donc le G9 aujourd'hui, dans ce qu'il propose, il est complètement cohérent. Et c'est pour ça qu'il vaut le coup, ce boîtier. Au début, j'avais acheté le G9 parce que je m'étais dit que c'était un bon complément pour mon GH5S, qui est une couille en photo. Ta gueule! T'es moche! Merde. Là, je me suis dit qu'avec un boîtier qui est très bon en photo et qui me propose des formats d'image, des framerate et des choses dans le boîtier qui sont plutôt bonnes en vidéo, mais c'est un backup. Et c'est mon second couteau. Aujourd'hui, les choses ont bien changé depuis le temps. Parce que la mise à jour 2.0 l'a fait changer de catégorie. Aujourd'hui, il devient extrêmement sérieux. Il est au coude à coude avec le GH5. Donc depuis la mise à jour 2.0, on nous propose le Vlog. Le Vlog, c'est un profil d'image flat, donc tout gris. Je vais vous montrer ce que c'est avec le GH5 tout gris, voilà, ok. Donc le Vlog, c'est un profil d'image qui vous sert à pouvoir vous donner plus de dynamique dans les hautes et les basses lumières en post-production. Ça, mêlé à la 4:2 10 bits,
Donc le Vlog, je l'ai acheté et installé. Je vous mets la vidéo de comment est-ce qu'on fait pour l'installer sur le boîtier. Le truc qui est fou, c'est qu'on sait tous qu'il a des soucis en montée en ISO, qui bruite vite. Et là, on a l'impression que le Vlog, ça lisse l'image, que ça granule moins, qu'il gère mieux sa lumière. J'ai passé 1 an et demi à filmer dans des profils d'images type Cinelike D, que j'ai décontrasté, où j'ai enlevé un peu de netteté, un peu de colorimétrie, un peu de saturation. Je trouvais que mes gris étaient pas beaux, étaient un peu baveux, et que mes noirs étaient pas propres non plus. Je suis convaincu que le Vlog est la cerise sur le gâteau du G9, et qui sera surtout en totale cohérence avec le 422 10 bits, 25 ou 30 images par seconde. Si vous avez envie d'emmener votre boîtier, votre G9 au plus haut de sa puissance, c'est déterminant pour vous. Le Vlog, il est incroyable. On a vraiment quelque chose qui est devenu beaucoup plus puissant. Il vous le propose, prenez-le. Je vous incite pas à l'achat, mais ce que je veux vous dire, c'est que s'il est bon en vidéo, allez au bout. En termes de puissance, en termes de colorimétrie, tout ce qu'il peut proposer, ça devient assez insane, et ça c'est beau. Le Vlog commence à 400 ISO et s'arrête à 12 800 ISO. Il gère très bien la montée en grain de 400 à 800. Après, forcément, ça se dégrade un petit peu. On a comme 20 millions de petits photosites sur un petit capteur. Ce sera toujours mieux en Vlog que si vous montez des ISO dans un profil d'image classique, type paysage, portrait, ce que vous voulez. Pour l'étalonnage, c'est propre. Je vous le dis, ça paraît évident. La 422 10 bits en 60 images par seconde avec un enregistreur externe, Atomos par exemple, c'est une tuerie. L'opportunité de faire passer son boîtier au cap ultime. Je ne savais pas, il y a encore quelques jours, que le G9 tolérait des framerates assez poussés. C'est juste du délire en fait. Oui, un Atomos, ça coûte cher. J'ai regardé un petit peu, moi je travaille pas du tout sur un enregistreur externe pour l'instant, parce que j'ai un filming plus run and gun. Mais si certains d'entre vous ont des Atomos, ah ben allez-y, hein, franchement. Juste par contre, vous vous doutez bien que c'est des fichiers qui sont extrêmement lourds. Mais quand tu sais que tu peux brancher ça sur un enregistreur externe et que tu peux sortir de la 60 images par seconde en 422 10 bits, ça devient fou. Vous en avez pour 2, 3, 4, 5 ans. Je pourrais très bien me dire, mes boîtiers sont plus actuels, je vais m'acheter un S1H, un R5. Pas du tout. Aujourd'hui, je suis rendu à 70% du potentiel de mes deux caméras. Je sais que j'ai encore la 400 mégabits par seconde à exploiter ou la 422 10 bits en 50 ou 60 images par seconde avec un enregistreur externe. J'ai cette marge-là. Mais aujourd'hui, aucun client ne me demande de bosser en 4K, en 422 10 bits, 50 images par seconde. Il y a bien des exceptions. Si vous allez tourner un clip de musique hyper chiadé, avec des besoins d'étalonnage et des besoins de faire un peu de ralenti, ça paraît évident pour vous. Ça paraît évident. Moi aujourd'hui, j'en ai pas forcément de besoin, et pourtant j'ai des prods qui pourraient le demander. Mais la 422 10 bits en 25 me satisfait déjà beaucoup. Après, sur Final Cut, je fais un petit ralenti en flux optique. Ça me fait passer du 25 images par seconde en 50 en recréant des images entre. C'est perfectible, mais c'est déjà quelque chose d'intéressant. Le budget pour avoir un Atomos complet que vous allez greffer au-dessus de votre boîtier avec les batteries, la cage et les disques durs SSD, vous avez un billet de 1000 à 1200 € à mettre si on prend par exemple le Ninja 5. Est-ce que vous avez vraiment 1200 € à mettre dans un système qui va vous faire gagner 25 images par seconde? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il est possible d'aller jusqu'à 60 images par seconde. Sachez-le, on peut encore monter d'un cran sur la qualité et la puissance du G9. Ça, c'est fait. Alors, on va parler maintenant de la coquille slow motion. Voilà ce qui se passe quand on dit la merde. C'est mérité. Dans la première vidéo, je vous ai dit qu'on pouvait filmer que en automatique. Non, en fait, on peut filmer en full manuel, aucun problème. Il vous suffit juste dans les menus, vous allez choisir juste la Full HD 420 8 bits à 25 images par seconde. Vous allez après dans le menu cadence d'image, réglage, oui, et là vous allez aller jusqu'à 180 images secondes. Alors assurez-vous bien que votre shutter speed soit au double
280 pour pas avoir de flou de mouvement trop dégueulasse, mais la slow motion est en manuel et ça c'est absolument génial. Alors, même si elle est en manuel, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre un peu la tête, elle marche très très bien en automatique. Mais je vous connais, vous avez envie d'avoir le plein pouvoir sur vos caméras, moi le premier. Donc, elle existe en manuel, je suis encore désolé, mais désolé. Comment est-ce que j'utilise ma caméra quand je suis en prestation? Quels sont les framerates que j'utilise, les profils d'image, tout ça. Alors, je vais vous rediriger sur une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur les modes programmables C1, C2, C3. C'est une tuerie de gain de temps, vous faites moins d'erreurs, c'est juste hyper efficace. En fait, j'utilise mon boîtier principalement avec mes modes programmables C1, C2, C3. Mon C1, c'est ma 4K UHD 420 8 bits, 60 images par seconde. Ça, c'est mon mode versatile, je fais tout avec. Si demain je suis en plein jour et que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui marche bien, qui me fait un peu de ralenti et tout ça, c'est ok. Mon mode C2, c'est donc ma slow motion en manuel, donc 180 images secondes en Full HD 420 8 bits. Ça devient imbuvable comme vidéo, je suis désolé. Et mon C3, c'est le mode le plus performant du boîtier, c'est-à-dire la 4K UHD en 422 10 bits, 25 images par seconde, ou 30 images par seconde, voilà comment je bosse. En vidéo, il est toujours en Vlog, libre à vous de régler le boîtier comme vous voulez. Une 4K, une slow motion et une 422 10 bits poussée. Capteur stabilisé, toujours, parce qu'en fait je vais vous expliquer dans mon utilisation comment est-ce que je bosse avec. J'ai 4 optiques que j'utilise tout le temps sur le boîtier et elles ont toutes des impacts différents sur mon filming. Donc en fait je travaille avec mes 2 caméras. J'en ai une, donc mon GH5S, il est sur le Ronin, tout équipé. Decontamination. Et le G9, je le garde à la main, en filming organique, parce que le capteur stabilisé est surpuissant et que quand tu filmes en slow motion, tu gagnes aussi un petit peu en stabilité. Les optiques que j'utilise pour ça, il y a premièrement celui qui est greffé dessus depuis le début de la vidéo, c'est le 14 mm Pancake de chez Panasonic, parce qu'il est tout petit. Il fait 82 grammes. Vous savez très bien sur ma chaîne que j'utilise des métabones, des speed boosters pour pouvoir convertir mon parc optique Canon sur mes boîtiers. Mais je sais que je perds en réactivité. Ça me fait du bien aussi parfois d'avoir un boîtier qui marche tout seul avec une optique native qui me permet de pouvoir avoir une réactivité qui est vraiment au-dessus de ce que j'ai avec mes métabones. 14 mm, ce qui en fait 1,28. Donc la focale est plutôt moyenne, on peut faire pas mal de choses avec ça. Ouverture de 5, non stabilisée, cette optique est super. Ensuite, pour les prestations qui demandent un filming à main levée encore plus efficace, j'utilise mon Canon 2405 f4. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est stabilisé et elle est bonne, la stabilisation de l'optique. Cumulé avec la stabilisation du capteur plus celle de l'optique, c'est super efficace. Je vous remontre des rushs que j'ai fait sur une compète de poney. J'ai fait tous mes rushs à la main et c'était juste une tuerie. Donc 2405, je l'utilise que par contre en plein jour parce que l'ouverture n'est pas assez grande, mais sa stabilisation couplée fait des ravages. Ensuite, évidemment l'incontournable 18-35 de chez Sigma f1.8 qui est une tuerie. Donc je l'utilise que lorsque j'ai des problèmes de basse lumière et que j'ai besoin d'avoir un angle pas trop serré. En fait, je pense que vous savez de quoi je parle, vous le connaissez tous depuis longtemps cet objectif-là. 700 € pour une optique qui ouvre à f1.8 avec une pompe qui ne sort pas, c'est une tuerie. Oh, j'ai plus de problème. Dans un autre registre, j'ai toujours mon bon vieux camarade, mon Canon 50 mm f1.4, qui est génial. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur une focale fixe, donc ça demande un investissement physique pour aller chercher sa prise de vue. Le fait qu'on ait autant de lumière vous procure un bokeh. Et puis, il est petit. À l'image un petit peu du Pancake, vous avez un truc qui est extrêmement puissant et qui tient dans une paume de main. Si vous voulez éviter de monter en ISO, ayez des grandes ouvertures. Voilà les optiques que j'utilise. Ça fait 2 ans que je filme avec un Ronin S et un gyrostabilisateur qui est très bon. Mais, premièrement, ça crée une distance avec mon sujet.
Et quand j'ai juste un petit boîtier dans la main, on me prendrait presque pour un touriste qui vient faire une petite prise de vue comme ci, comme ça. Alors que bah non, je filme quasiment tout le temps en filming organique. C'est-à-dire que je rentre mes coudes dans mes côtes, je pose l'arcade sur le viewfinder et je filme comme ça. Je vous conseille ce filming à la main, il est super intéressant. J'adore mon setup, hein, mais je l'aime encore plus depuis que j'ai une solution G9 qui est greffée à mon sac par exemple. Et je pose mon Ronin S, je déplugue, je sors, je shoot. Et voilà, c'est là où j'enchaîne tout de suite avec la qualité du viewfinder. Donc le viewfinder, c'est le viseur électronique qui te permet de pouvoir voir ce que tu fais. Pourquoi il est bien? Pour 2-3 choses assez cool. La première, c'est qu'il est confortable. Il est super agréable quand tu mets ton œil dedans, on se sent bien. La définition de l'image dedans est très bonne. On a surtout quelque chose qui est hyper intéressant, c'est la détection de l'œil. C'est-à-dire que là, on a un tout petit capteur en dessous du viewfinder qui détecte quand il y a quelqu'un qui passe devant, et quand il y a quelqu'un qui passe devant, il éteint l'écran du live view, hein, de cet écran-là, et il allume l'image dans le viewfinder. Petit conseil, si vous bossez sur stabilisateur, désactivez-le. Généralement, les moteurs arrière sont à peu près au niveau du viewfinder, et il va faire que de s'éteindre, c'est un peu pénible. Et il y a un troisième truc que moi j'aime beaucoup perso, c'est le V-Mode. Et le V-Mode, c'est un tout petit bouton qu'on a ici, sur le côté. On a 3 positions dans le viewfinder pour voir la fenêtre qui nous permet de filmer avec les réglages et ce qu'on voit. On peut passer de très zoomé à moyen zoomé à faiblement zoomé. Ça permet de pouvoir avoir accès à toute son image et pas chercher dans les angles avec son œil si on a tout ce qu'il faut dans notre composition. Mon utilisation, c'est un filming qui est orienté autour du viewfinder. On sent qu'on a quelque chose entre les mains. On fait corps avec le boîtier. Vu qu'on est en train de parler surtout de l'aspect vidéo du G9, faut juste pas oublier qu'on a 2-3 petites aides au filming qui sont absolument déterminantes. Je parlais évidemment du Zebra et du focus picking. Ça veut dire que là où votre netteté est faite, vous allez avoir un petit banc de pixels alors rouge, rose, vert, jaune, vous choisissez. Et ça va vraiment vous donner l'indication de où est votre mise au point. Donc ça, plus la loupe, vous pouvez pas vous tromper. Le Zebra, ça va se manifester sous forme de hachures sur vos zones surexposées. Ça veut dire que si demain, vous faites un rush et que vous avez un ciel un peu voilé, qui est blanc et donc qui est surexposé, ça va tout de suite vous indiquer que vous avez un problème de lumière. Ce qui est beau, c'est qu'il est programmable. Vous pouvez choisir différents types de Zebra. Vous avez moyen de faire ça à votre sauce. C'est super important. Toutes les semaines, j'ai au moins 3-4 commentaires qui me disent « Et alors, le G9 Eh ben, le G9, oui, allez-y. Si vous avez un budget pour vous payer un boîtier comme ça, je vous conseille allègrement d'y aller. C'est une caméra qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Elle est pragmatique et elle s'intègre bien à la demande de ce qu'on peut avoir en 2020 quand on n'est pas forcément quelqu'un qui cherche toujours à avoir la plus grosse. Ouais les gars, on n'est pas à la mode, on s'en fout. Et pour un tout petit peu plus de 1000 €, allez-y, il n'y a aucun problème. Ça vaut pas forcément le coup d'acheter des boîtiers, des R5 à 4000 € pour avoir un truc overkill. 8K RAW 12 bits, mais pour qui? Pourquoi? Je comprends qu'il y a un côté effet d'annonce, les constructeurs essaient de revenir à la charge. On n'est pas ici pour faire que les fanboys, il faut être objectif. J'aime cette caméra, je vous la recommande. Par contre, on sait très bien qu'il y a d'autres caméras qui ont des orientations pour la vidéo qui sont pas les mêmes. Canon, c'est autre chose. Nikon, c'est intéressant, ils ont les Z6 II, Z7 II qui sont hyper cool. Sony avec le A7S III, bravo. Mais j'ai mon H5S et lui, il est pas obsolète. Bon, voilà. Bombe le torse, relève le menton, c'est qui le patron? C'est moi. Bon, et puis je vais répondre aussi à une question que vous me posez, mais toujours, c'est est-ce que le G9 vaut le GH5? Eh bien oui, chers amis, au revoir. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo. T'es vraiment un sale petit con, hein. Plus sérieusement, c'est une question qui est absolument légitime aujourd'hui. Ce que je peux vous dire d'office, c'est que si vous avez l'âme d'un photographe et que vous voulez faire des bonnes vidéos, le G9 est pour vous. Il ira plus loin en photo, vous ferez de la high res, vous aurez des options de post-focus qui seront excellentes. Et vous aurez le petit écran par-dessus qui peut vous aider. En photo, il défonce. En vidéo, il défonce. Oui, mais un petit peu moins bien que le GH5. Donc, à l'inverse, si vous êtes l'âme d'un vidéaste, ce que je suis, mais vous avez aussi envie de vous dire, il peut faire des photos. Les deux boîtiers sont polyvalents. Le GH5 est meilleur en vidéo car il va vous proposer de la 400 mégabits par seconde en 4K et ça, c'est dingue.
si vous avez les cartes SD qui suivent, c'est vraiment fou. C'est indéniable, le GH5 est meilleur en vidéo. Et il est bon en photo. Et le G9, il est très bon en photo, et il est bon en vidéo. À vous de voir. En tout cas, il n'y aura jamais de mauvais choix. Les deux sont bons. Personnellement, je trouve que le G9 a plus d'intérêt. Bah oui, j'ai acheté en même temps. C'est du cas par cas. J'ai un GH5S. Donc aujourd'hui, avoir un GH5S et un GH5, ça a un peu moins d'intérêt que d'avoir le meilleur de la gamme GH en vidéo et avoir le meilleur de la gamme G en photo. Il est bon, il est beau, on l'aime et il n'a pas fini de vous surprendre. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais juste faire un petit bémol. Mec, l'autofocus, il dit quoi chez Lumix? Un autofocus à détection de contraste. Ça veut dire qu'il va réussir à avoir une mise au point précise quand il verra la différence dans la profondeur entre du noir et du blanc. Il va dire, ok, là, il y a quelque chose, je vais foutre ma mise au point ici. Comparé à ce que propose le Dual Pixel de chez Canon ou les autofocus de chez Sony, qui sont eux à détection de phase, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est dit. On n'est pas sur les mêmes technologies et vous devez le savoir. C'est le principal point faible de Lumix en général. Voilà, moi je vous dis, le G9, c'est un pur boîtier, il sait tout faire, pas tout à la perfection, il faut aussi apprendre à accepter le fait qu'il soit pas excellent partout, le boîtier parfait n'existe pas. Par contre, le boîtier adapté à votre demande, lui, il existe. Donc réfléchissez bien à ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'une polyvalence, d'un prix acceptable, d'une stabilisation du capteur, ok, et d'une puissance en vidéo, ben G9, c'est bon. GH5, c'est bon. Voilà les copains. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à dire, allez-y, mettez tout ça en commentaire, partagez votre expérience. Vous êtes pas mal, je sais, à avoir investi récemment, donc exprimez un petit peu vos ressentis sur vos premiers pas avec ce fabuleux G9. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile et exhaustive, mettez un petit pouce en l'air, commentez si vous le pouvez, si vous avez quelque chose à dire, et puis surtout abonnez-vous à cette chaîne. Nous sommes 430 le jour où je tourne cette vidéo et c'est bien, c'est très bien. Merci à vous d'être là, à très bientôt, bye.